Tout le monde est là? On peut commencer ou une minute encore? Par rapport aux gens sur Internet qui veulent suivre. Est-ce que c'est enregistré? Non, je crois pas. C'est enregistré. Ah oui, d'accord. C'est aussi sur YouTube et Facebook. D'accord. Très bien. Donc les questions de discussion ont été faites par Valérie. Je voulais aussi vous le dire. Hein. C'est Valérie qui les a écrites. Donc comment on va procéder pour cette révision? Je ne voulais pas faire une révision systématique de tous les points un par un, mais peut-être on le fera après. Juste commencer par vous cribler de questions. Mais c'est pas la peine que vous répondiez tous de vive voix. Simplement répondez mentalement à la question et puis voir si dans votre tête, dans votre esprit, c'est bien clair comment vous répondriez. Et ça vous permet de vous auto-évaluer un petit peu et de voir si toutes les données sont bien comprises et bien assimilées. Et après, s'il reste du temps, oui, je pense qu'il en restera. On pourra éventuellement revoir point par point donc l'enseignement sur ces 2 jours. Donc, première question, qu'est-ce que l'ignorance? Essayez de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'ignorance? Non, mais répondez pas verbalement, c'est pas la peine, juste mentalement, dans votre esprit. Qu'est-ce que l'ignorance? Quelle définition vous donneriez comme ça, si vous la demandez? Donc il peut y avoir, bien sûr, plusieurs définitions. Il n'y en a pas qu'une, hein, évidemment. Mais déjà, essayez de mettre les mots dans votre tête. On ne parle que de ça, mais il faut toujours quand même revenir au sujet, à la définition. Donc plusieurs définitions possibles. On peut dire quoi? Que c'est la conception innée de l'existence véritable du soi, ou la conception innée du soi. Hein. Soi veut dire, bien sûr, ce qui, pour nous, existe véritablement. Soi. Donc, c'est la conception innée du soi personnel, la conception innée du soi des phénomènes, et la conception innée du soi... Donc, tout ça, c'est l'ignorance. Hein. L'ignorance perturbatrice, très bien. Voilà. Merci. Ignorance perturbatrice, c'est-à-dire qui crée les perturbations mentales. Donc toutes constituent la source de l'existence cyclique. Oui. Oui, une question. Alors, quand il dit l'ignorance perturbatrice et l'ignorance fondamentale, c'est la oui. même chose. Oh, oui, je pense, oui. Ouais. Quand on dit, ça dépend ce qu'on entend par ignorance fondamentale. Oui, je pense que c'est la même chose. Oui. Ensuite, alors, deuxième question, pourquoi éliminer l'ignorance? Pourquoi éliminer l'ignorance? Est-ce que c'est clair pour vous? Pourquoi est-ce qu'on doit éliminer, au niveau personnellement, est-ce que vous avez bien saisi le truc? Pourquoi est-ce qu'on doit éliminer l'ignorance? Hein, tous, ça va? Parce que c'est la racine du samsara. C'est la racine de la souffrance. Hein, c'est la racine des perturbations mentales, c'est la racine du karma, c'est la racine de notre errance dans le cycle des existences. Okay. Comment éliminer l'ignorance? En réalisant la vue du non-soi. Okay. C'est ça qui va nous permettre d'éliminer l'ignorance, en réalisant la vue du non-soi. Comment on va générer cette vue à l'intérieur de soi, cette vue du non-soi? Comment est-ce qu'on la génère, cette vue? On identifie. Ouais, alors, répondez mentalement déjà. Comment vous allez générer cette vue? Donc ça, c'est important, puisque c'est ça qu'il nous faut faire. Hein. C'est vraiment c'est pas de la théorie là qu'on fait, hein. C'est vraiment de la mise en pratique. Hein. C'est ça qu'il nous faut arriver à faire, à générer cette vue du non-soi. Donc comment est-ce qu'on va la générer?
comprenant deux choses. Hein. Comment se développe la conception du soi des phénomènes et comment se développe la conception du soi des personnes. C'est ça qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut bien cerner, oui, bien identifier. Donc, comment se développe la conception du soi des phénomènes pour nous? À cause de quoi? Comment se développe la conception du soi des phénomènes? À cause de la conception de l'existence en soi des agrégats. Parce qu'on conçoit donc les agrégats comme existants en soi. Et à partir de là, comme l'a expliqué Geshe-la, on a la saisie de l'existence en soi de la personne. D'abord les agrégats, les phénomènes, autrement dit, et ensuite la personne. Donc comment se développe la conception du soi des personnes? Comment se développe la conception du soi des personnes? Donc à partir de la conception du soi des agrégats. Oui. Et comment se développe la conception, comment se développe la vue de l'ensemble transitoire ou destructible, oui, pardon. La vue de l'ensemble destructible. Parfois je dis l'un, parfois je dis l'autre. Comment se développe la vue de l'ensemble destructible? Donc à cause justement par la conception de l'existence en soi, du moi et du je. Hein? Oui, du moi, du je, sur son propre courant mental. Donc les efforts que l'on doit faire, c'est de comprendre comment la conception du soi est la racine du samsara. Hein? Comment tout le samsara vient de cette conception du soi. Hein? C'est ça les efforts qu'il faut faire d'après l'enseignement qu'il nous a donné. Donc. Et donc c'est s'efforcer de développer la vue correcte du non-soi. Et la vue correcte du non-soi va éliminer quoi? Qu'est-ce qu'elle élimine, la vue correcte du non-soi? Elle élimine la conception du soi. Hein? Et elle élimine la conception du soi. D'où viennent les émotions, effectivement, les émotions perturbatrices. Donc la vue correcte du non-soi élimine la conception du soi. Pour éliminer la conception du soi, il faut une vue qui lui soit contraire. Hein? Vous avez bien dit ça. Si vous méditez sur la bienveillance, sur la compassion, sur autre chose, même si votre méditation elle est parfaite, elle ne va pas éliminer la conception du soi. Donc pour éliminer la conception du soi, il faut une méditation, une analyse, une vue, développer là une vue correcte du non-soi. Donc c'est ça qu'il faut réaliser, la vue correcte du non-soi. Et qu'est-ce que c'est que la vue correcte du non-soi? J'essaye de les faire point par point. Qu'est-ce que c'est que la vue correcte du non-soi? C'est la vue qui réalise donc que le soi n'existe pas tel qu'on le conçoit, tel qu'on le perçoit. Et qu'est-ce qui va nous aider à réaliser cette vue correcte du non-soi? Oui. Ah oui, d'accord, pardon. Ça va trop vite. Donc, qu'est-ce que la vue correcte du non-soi? Hein? C'est la vue donc, qui perçoit que le soi que l'on inné, donc la conception innée du soi, n'existe pas de son propre côté. Il n'y a pas de soi qui existe de son propre côté. Donc c'est ça le non-soi. Donc il nous faut essayer de développer la vue correcte du non-soi, parce que cette vue correcte du non-soi va éliminer la conception erronée du soi. Une conception juste élimine une conception fausse. Donc il faut être sûr d'avoir la conception juste. C'est ça le point délicat.
Et c'est ça qui est... C'est pour ça qu'il y a 10 écoles différentes, parce que toutes ont l'impression d'avoir la vue juste. Hein. Sinon, il n'y a pas des écoles. Elles ont toutes l'impression... Mais il n'y en a qu'une, pour nous, qui a vraiment la vue juste. C'est la vue des Madhyamika Prasangika. Donc c'est cette vue qu'il nous faut développer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à d'autres écoles, mais là, ce n'est pas le sujet. Dans le cas du Pays-Bas sur le développement de la vue supérieure, donc c'est la vue qui réalise la vue philosophique supérieure, donc des Madhyamika Prasangika. Et donc, comment on va faire pour ça, pour réaliser cette vue, pour développer cette vue correcte du non-soi? On va s'appuyer, on va essayer, pour identifier justement, on va s'appuyer sur les traités des maîtres, des grands maîtres de la voie médiane, des Madhyamika, les Madhyamika Prasangika, comme Shantideva, Nagarjuna, Chandrakirti. Buddhapalita, Dharmakirti, tout ça qui explique justement les sutras, par exemple, dont les sutras de la Prajnaparamita. Donc, pour pouvoir réfuter correctement l'objet appréhendé par la conception du soi, donc il faut déjà faut s'appuyer sur ces traités et sur sur notre raisonnement. Hein. Il faut aussi appuyer que notre raisonnement s'appuie sur ces traités. Mais il faut... Oui, les traités, pardon, mais merci. Les traités de sens définitif, pas de sens interprétatif. Donc, dans son kappa, elle nous disait que si on ne fait pas d'effort, en fait, pour ça, bien, c'est dommage, parce qu'on perdait l'essence du chemin. Ça revient à perdre l'essence du chemin qui mène à la libération. C'est-à-dire, et à la bouddhéité. Hein. D'abord la libération et aussi à la bouddhéité. C'est comme si on ne s'en préoccupait pas. On le sait, mais ne pas faire d'efforts, ça revient à être un individu, il dit, de capacité inférieure ou émoussée, qui le sait, mais qui ne fait aucun effort pour ça. Et donc, perdre l'essence du chemin, c'est continuer à errer dans le samsara. Hein. C'est-à-dire, vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Hein. Et donc, Tsongkhapa dit dans son titre, ça serait stupide de procéder ainsi, de savoir ce qu'il faut faire et de ne pas le faire. Hein. De ne pas faire d'efforts dans ce sens-là. Ouais. Comment c'est formulé, je ne sais plus exactement. Il serait stupide de... Comment est-ce qu'il le dit? Je ne sais plus où c'est. Il est stupide de ne pas faire d'efforts pour engendrer dans son continuum mental la vue immaculée, alors que l'on aspire à éliminer l'ignorance. On a tous compris qu'il fallait éliminer l'ignorance. Mais donc, si on ne fait pas d'effort pour ça, c'est-à-dire pour engendrer dans son continuum mental la vue juste, la vue correcte, eh bien, il n'y a rien de plus stupide. Voilà comment il dit ça. Et donc, ne pas faire d'effort revient à perdre l'essence du chemin. Qu'est-ce que c'est l'essence du chemin ? C'est la réalisation du non-soi. Hein. C'est le non-soi, en fait, pour Tsongkhapa. L'essence du chemin, c'est le non-soi. Et concrètement, comment serait... Concrètement, comment serait un tel être, hein, si on le voyait, est-ce qu'il serait rempli que de compassion, de l'altruisme, ou autre chose qui se manifesterait pour déterminer qu'il est vraiment... arriver à cette étape-là, quoi. J'ai pas compris la question. Comment ça s'incarnerait chez quelqu'un qu'on pourrait nous voir, comme Geshe Tenzin Lodun ou autre, qu'il a réalisé le non-soi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut le voir? Comment on le ressentirait ou C'est-à-dire comment un être qui n'a pas réalisé le non-soi peut comprendre, peut voir qu'un individu a réalisé le non-soi. Oui. Je sais pas s'il peut le voir.
Si on n'a pas soi-même réalisé, c'est difficile. Il peut y avoir des indices, oui, effectivement. S'il n'a plus d'émotions perturbatrices, en effet, si à force de le voir, de le côtoyer, on voit qu'il n'a pas plus d'émotions perturbatrices, c'est quand même un signe, oui. Oui, c'est ça. Donc, comment on élimine la conception du soi? Donc, en réfutant, plus concrètement maintenant, comment est-ce qu'on élimine cette conception du soi qui est la cause de notre errance dans le samsara? En réfutant l'objet qui est l'objet référent de la conception de l'existence véritable du soi. C'est ça qu'il nous faut analyser. C'est ça qu'il nous faut cerner, c'est ça qu'il nous faut identifier. L'objet référent, l'objet conçu, ou si vous voulez, l'objet conçu, l'objet référent, je pense qu'on peut utiliser les deux termes, de la conception du soi. On parle pas d'objet de réfutation. De l'objet de réfutation, si tu veux. Et en tibétain, c'est quoi déjà? Gakchak. Gakchak. Donc il faut arriver donc à l'objet du. Ce qu'il faut arriver? Il faut arriver au non-soi, à percevoir l'absence d'existence véritable du soi, en réfutant l'objet conçu par l'ignorance, qui saisit un soi comme existant véritablement. Donc, on est bien d'accord, on est tous ignorants. Pourquoi est-ce qu'on est ignorant? Parce qu'on a cette perturbation mentale qui nous fait adhérer à un jeu qui n'existe pas. Un jeu qui n'existe pas, c'est-à-dire un jeu qui existerait en lui-même de manière autonome et indépendante, intrinsèque. Donc, c'est ça l'objet référent donc, de la conception de l'existence véritable du soi. Et ce à quoi il faut arriver, c'est à l'objet du non-soi, c'est-à-dire l'absence d'existence véritable du soi. C'est ça qu'il nous faut nous prouver. Donc pour se le prouver, il faut utiliser des arguments logiques, il faut utiliser des raisonnements. Et pour connaître ces raisonnements, il faut s'appuyer sur les traités de Nagarjuna et autres. Donc, comment est-ce qu'on réfute? Je dis plusieurs manières aussi, en comprenant son mode d'élimination. Son mode d'élimination, comment est-ce qu'on va le comprendre, ce mode d'élimination? Mais c'est aussi dans les raisonnements, à travers les raisonnements. Les différents raisonnements que l'on peut utiliser et qui sont exposés dans les sutras et dans les traités. Les sutras et les traités, ça va, c'est clair? La différence entre un sutra et un traité? Un sutra, c'est la parole du Bouddha, et un traité, c'est un commentaire, une exégèse de la parole du Bouddha fait par les maîtres indiens. Mais on peut aussi inclure la Matsongkhapa, bien sûr, dedans. Mais la Matsongkhapa, donc dans son texte, il cite énormément donc tous les Madhyamika, Chandrakirti, Yadeva, etc. Et ça, pour asseoir justement le raisonnement qu'il faut développer. Prenez le micro si vous avez des questions, parce que sur Zoom, ou même au fond de la salle, ils ne vous entendent pas. Le mode d'élimination, qu'est-ce que j'ai dit? En comprenant le mode d'élimination, comment on élimine le non-soi, le soi, pardon. Comment c'est expliqué? Comment ce mode d'élimination est expliqué dans les sutras et dans les traités. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut reconnaître? Qu'est-ce qu'il nous faut identifier? Qu'est-ce qu'il faut reconnaître? Qu'est-ce qu'il faut reconnaître? Que l'objet référent de la conception de l'existence véritable du soi n'existe pas. C'est à ça qu'il faut arriver, tel qu'on le conçoit. Alors, l'objet référent de la conception de l'existence véritable du soi, ou de la conception du soi, je précise, j'ajoute un peu des mots pour que vous compreniez bien. Donc il faut reconnaître que l'objet référent de la conception de l'existence véritable du soi
n'existe pas, tout simplement. L'objet auquel adhère donc la vue d'un soi, cette vue innée, hein, qui est la source du samsara, cet objet n'existe pas. Et c'est uniquement quand qu'on aura la certitude, hein, que cet objet n'existe pas, que l'on aura une expérience directe de la vacuité. D'abord la certitude et après l'expérience directe. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir un moyen extérieur pour éliminer l'ignorance qui conçoit, qui appréhende l'existence véritable du soi? Ben non. Aucun moyen ne peut le permettre. Donc si on vous propose des moyens extérieurs, c'est pas la peine de les acheter. Hein. Dépensez pas votre argent, ça servira à rien. C'est uniquement par l'intérieur et en étudiant les traités, en réfléchissant, toujours pareil, hein, étude, réflexion et méditation. Donc c'est ça, c'est dans ce domaine-là, dans ces trois domaines, qu'il nous faut faire des efforts. Donc là, quand on écoute les enseignements, on est dans la phase d'étude, dans la phase d'écoute, et après, ben, on essaye comme ça en discutant, et par soi-même aussi, en réfléchissant là-dessus. C'est important vraiment de réfléchir. Et le troisième temps, passer à la méditation. Donc les trois étapes sont importantes. On ne passe pas directement de l'écoute à la méditation. Il faut aussi... Quel est le rôle de la réflexion? Justement, c'est d'arriver à la vue correcte, d'être certain d'avoir bien compris le processus et aussi la vue correcte commence. Et une fois qu'on a bien compris ça, on peut méditer dessus. Donc, l'objet conçu par la saisie du soi, c'est le soi. C'est l'existence véritable du soi, l'objet conçu par la saisie du soi. Cette saisie du soi conçoit un je comme existant véritablement. Quand est-ce qu'on perçoit le non-soi des personnes? Maintenant, le non-soi des personnes. On prend comme objet, je prends l'objet d'observation, c'est les personnes. Hein. Quand est-ce qu'on perçoit le non-soi des personnes? Je l'ai dit d'une autre manière, mais bon, c'est... Quand est-ce qu'on perçoit donc le non-soi des personnes? Quand on perçoit que... Voilà. Quand on voit que la personne, telle qu'elle est conçue par la conscience qui appréhende la personne comme existant en soi, c'est-à-dire n'existe pas. Donc c'est ça, je répète, quand perçoit-on le non-soi des personnes? Quand est-ce quand on le perçoit? Quand on voit, c'est-à-dire que ce je, ce moi, conçu par la conscience, notre conscience, qui appréhende notre personne comme existant en soi, n'existe pas. Donc c'est ça qu'il nous faut atteindre. C'est ça le but. Quand on voit que le jeu... Voilà, j'utilise les termes qu'utilise Valérie, qu'utilise Geshe-la, justement, pour que vous ayez tous les mots. Hein. Donc, quand est-ce qu'on perçoit le non-soi des personnes? Quand on voit que la personne, conçue par la conscience qui appréhende cette personne comme existant en soi, n'existe pas. Cette personne conçue par l'ignorance n'existe pas. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était ce qu'on a un peu dit le premier jour. Le deuxième jour, donc on a vu donc le cheminement, la séquence, tout ça, de la conception, à partir de quoi donc se développe la conception du soi des personnes. Elle se développe à partir de la conception du soi des phénomènes. Okay, c'est clair, ça? Donc, de la conception du soi des phénomènes va se développer la conception du soi des personnes, dont fait partie la vue de l'ensemble destructible. OK? On n'a pas dit ce matin que c'était plus facile de réaliser la conception du soi des personnes. Oui, on va y venir. Ouais. Donc, de la conception du soi des personnes apparaissent quoi? Toutes les perturbations mentales. Hein? Et ces perturbations mentales sont à l'origine des actions négatives. Hein?
pas des actions positives, des actions négatives. Et c'est à cause des actions négatives que l'on souffre dans le samsara, que l'on erre en souffrance dans le samsara. Donc c'est ce que dit Chandrakirti quand il dit « La naissance, la vieillesse, les maladies proviennent toutes de l'attachement, de la colère, etc. » Et ces perturbations mentales découlent elles-mêmes de l'ignorance. L'ignorance qui relève des deux types de saisie du soi personnel. La saisie du soi personnel qui observe le je et le mien. Les deux types de soi personnel. Donc si un yogi souhaite abandonner les deux saisies du soi personnel, il doit s'efforcer de gommer les qualités surajoutées au je et au mien par ces deux saisies. Donc la façon de gommer ou de supprimer ces qualités surajoutées consiste à méditer correctement l'absence d'existence véritable. Là, vous avez tout le cheminement expliqué par Chandrakirti. Vous avez tout le processus, en partant de la naissance, la vieillesse et les maladies. Je vous la relis, cette citation. La naissance, donc les souffrances, les quatre souffrances, la naissance, la vieillesse, les maladies, bon, la mort aussi, proviennent toutes de l'attachement, de la colère, etc. Ces perturbations mentales découlent elles-mêmes de l'ignorance, comme on l'a dit, qui relèvent des deux types de saisie du soi personnel. La saisie du soi personnel qui observe le je, et la saisie du soi personnel qui observe le mien. Donc si un individu souhaite abandonner les deux saisies du soi personnel, il doit s'efforcer d'éliminer les qualités surajoutées au je et au mien par ces deux saisies. Et pour supprimer ces qualités surajoutées, donc il faut méditer correctement l'absence d'existence véritable. Une fois que vous avez réalisé l'absence d'existence véritable, ce que vous avez surajouté, disparaît, puisque vous l'avez surajouté. Donc comment éliminer les perturbations mentales? En se débarrassant des deux types de saisie du soi, dit Chandrakirti. Et comment se débarrasser des deux types de saisie du soi? En cultivant la sagesse juste qui réalise le non-soi, l'absence véritable du soi. Ça, c'est la VOD, la conception de la saisie. Oui, c'est pour ça que les deux revenaient au même. Comment réaliser le non-soi? Donc on l'a dit. Aryadeva, donc pour donner des citations, puisque c'est le but un petit peu de donner des citations dans ce qu'on a vu. Donc, Aryadeva dit la même chose. Un yogi doit tout d'abord s'efforcer de reconnaître le non-soi, car une fois le non-soi réalisé, toutes les graines de l'existence cyclique sont stérilisées. Un yogi doit d'abord s'efforcer de reconnaître le non-soi, car une fois le non-soi réalisé, toutes les graines de l'existence cyclique sont stérilisées. Et Shantideva dit exactement la même chose, mais en parlant des branches d'un arbre. Donc, en s'appuyant sur les sutras, il dit que si la racine d'un arbre est tranchée, toutes les branches et les feuilles sèchent automatiquement. Alors, est-ce que ça veut dire, la question sur quoi est revenue Valérie, c'est est-ce que ça veut dire qu'on ne crée plus de karma quand on a réalisé la vacuité? On ne crée plus de karma introducteur, voilà, rajouter. C'est-à-dire introducteur qui nous introduit, qui nous propulse dans le samsara. Mais on continue à créer du karma. Méritoire. Et neutre, oui. Et tant que l'on n'a pas complètement éliminé l'ignorance, on continue à créer du karma. Les empreintes. Ouais. Tant que l'on n'a pas... Même donc un Arya Bodhisattva va continuer à créer des karmas vertueux, parce qu'il faut qu'il avance sur la voie, forcément. Et il y a encore des formes d'ignorance subtiles. Donc tant que l'ignorance n'a pas été complètement éliminée, les karmas sont créés. Donc pour réaliser ça, il nous faut avoir quoi? Une bonne compréhension, bien comprendre ce que c'est que l'absence d'existence véritable de l'objet conçu par la saisie du soi. C'est le premier point. Bien comprendre que l'objet conçu par la saisie du soi n'existe pas. Excuse-moi, je peux poser une question? Oui, vas-y. Sur ce que tu viens de dire. Oui. Si
si on a réalisé le non-soi, qu'est-ce qui reste comme ignorance du coup? Il reste les empreintes, hein, beaucoup des empreintes de l'ignorance qui n'ont pas été encore éliminées. Si vous êtes juste à la première terre, c'est-à-dire que vous réalisez, vous avez la vue directe de la perception de la vacuité, mais vous n'êtes pas encore Bouddha. Hein, il reste encore le chemin n'est pas terminé. Ah ben non. Moi aussi, j'ai une question. Je comprends. Tu as fini? Oui. Moi, je ne comprends pas au niveau pratique quand tu dis qu'on ne crée plus du karma introducteur qui nous propulse dans d'autres vies, oui, mais on continue à créer d'autres karmas. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet autre karma si on n'est plus propulsé dans d'autres vies? Tu vois, je ne comprends pas. Est-ce qu'on arrête d'être propulsé dans notre vie? C'est-à-dire que je ne comprends pas pratiquement. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force. Les karmas que l'on crée n'ont pas la force. Qu'est-ce qui nous propulse dans une autre vie? Okay, c'est la saisie de l'existence véritable. Donc, ils ont perdu cette force-là. D'accord, d'accord. Merci. Donc, il faut bien comprendre aussi que la conception de la saisie du soi est une perception fausse. Et ça, on n'en est pas complètement persuadé. On n'en a pas encore la certitude de ça. Pour nous, on fonctionne encore en croyant à ce qu'on perçoit, hein, que ce qu'on perçoit est juste. Donc, il faut être persuadé de ce fait aussi que ce que conçoit la saisie du soi est une perception complètement fausse. Donc, le non-soi ne peut être réalisé qu'une fois que ces deux points ont été complètement assimilés. Je vous rappelle ces deux points. Une compréhension de l'absence d'existence véritable de l'objet conçu par la saisie du soi. Et aussi, deuxième point, le fait que la conception de la saisie du soi est une perception fausse. C'est ça dont il faut être absolument, absolument certain. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui ont été des choses qui ont été dites? Bon, l'appréhender le jeu, c'est pas la peine. Oui. On peut être propulsé dans notre vie, mais consciemment, c'est avec le contrôle d'y aller. On ne pas sous l'emprise de karma. De karma introducteur. On n'est pas propulsé par un karma introducteur dans une nouvelle naissance. On peut se propulser dans d'autres vies consciemment. Oui. On ne subit plus. Quoi. Voilà. On ne le subit plus. On acquiert le contrôle de la renaissance. Donc, voilà, tout le propos de l'enseignement de Geshe-la, c'est vraiment de nous faire, ou de Lama Tsongkhapa aussi, c'est de nous faire comprendre le processus. Hein, comment cette séquence ou ce processus, et comment l'inverser, hein, ce processus. Donc, quand on connaît ce processus, il nous faut le chérir, ce processus. Parce que c'est ça qui va nous extraire, hein, du samsara. Mais il faut vraiment le comprendre et l'analyser d'une manière constante, hein, encore et encore, et pas d'une manière sporadique, en ayant simplement une vague compréhension de ce processus. Donc c'est vraiment important que ce processus d'introduction au samsara et de s'extraire du samsara soit bien assimilé. Mais... Question ? Oui. J'avais retenu, par rapport à ce qui vient d'être dit, que le contrôle de la renaissance, on l'acquiert quand on est Bouddha. Or là, c'est pas ce qui vient d'être dit. Non, on l'acquiert avant d'être Bouddha. Ah, c'était avant, alors, Les Bodhisattvas souhaitent renaître dans le samsara et pour aider les êtres, parce que leur bodhicitta les amène à ça, justement. Non, c'est... ok, avant. On a le contrôle, oui. Avant. Ça marche. À partir de la première terre, un bodhisattva peut émaner des formes, il peut faire plein de choses qui peuvent aider les êtres et décider de sa réincarnation. Et Christian, est-ce que c'est possible de... Micro pour... Merci. Est-ce que c'est possible de donner un exemple de réflexion sur
tout ce qui est au niveau du travail, là, quand tu dis... Je ne voudrais pas aller trop vite, peut-être on va le voir au cours de la semaine. Hein. C'est juste déjà bien comprendre le processus. Hein. Bien comprendre le processus. Comment s'élève la conception du soi, d'abord. Donc d'abord, comment s'élève la conception du soi, hein, vous l'avez compris. D'abord le soi des phénomènes et ensuite le soi des personnes. C'est clair, ça? Oui. Ouais. Pourquoi d'abord s'élève la conception du soi des phénomènes et ensuite la conception du soi des personnes? Oui, parce que pour que la notion de personne apparaisse, il faut qu'il y ait d'abord la conception des agrégats. Hein, parce que la personne, elle est désignée sur les agrégats. D'accord? Et le contraire, donc ça c'est comment s'élève la conception du soi. Hein, et comment apparaît la réalisation du non-soi? C'est l'inverse. D'accord? D'abord, on réalise le non-soi de la personne, parce que c'est plus facile. Et ensuite, on réalise le non-soi des phénomènes. Une fois que l'on a réalisé le non-soi de la personne, on réalise le non-soi des phénomènes. Et pour les prasangika, il n'y a pas de notion de plus subtil ou moins subtil. Hein, c'est pareil. Donc il y a une citation de Nagarjuna, la célèbre citation, si l'individu n'est pas la terre, hein, si l'individu n'est pas la terre, ni l'eau, le feu, l'air, l'espace, la conscience, ni leur ensemble, et s'il est autre que, quelle personne y a-t-il? Puisqu'elle se compose des 6 éléments, la personne n'est pas vraie. De même, puisque chacun des éléments est un composé, il n'est pas vrai non plus. Donc ça illustre le fait que c'est plus facile, hein, justement, de commencer par la personne et après de méditer sur les agrégats, sur les phénomènes, le non-soi des phénomènes. C'est clair cette citation, parce qu'elle est assez importante. Hein, elle illustre bien le processus de méditation, justement. Hein. Si l'individu n'est pas la terre, ni l'eau, le feu, c'est-à-dire chacun de ces éléments, hein, il n'est pas chacun de ces éléments, et il n'est pas non plus leur ensemble. Hein. Donc, s'il n'est pas ça, ça veut dire, est-ce qu'il y aurait une personne à l'extérieur de ça? Si cette personne est à l'extérieur, où est-ce qu'elle est à ce moment-là? Où est-ce qu'on va la voir? Hein? C'est pas possible. Hein. Donc, puisque se compose des 6 éléments, la personne donc n'est pas vraie. Ensuite, on en continue à analyser, puisque chacun des éléments est à son tour un composé, il n'est pas vrai non plus. Donc, on applique le même raisonnement qu'on a appliqué sur la personne, on l'applique sur la base de désignation de la personne, c'est-à-dire sur les agrégats. D'abord, on réalise donc sur la personne que la personne n'existe pas. Et qu'est-ce qui compose la personne? C'est les éléments ici, hein, mais on pourrait dire aussi les agrégats. Les agrégats. Et donc, petit à petit, ainsi, on arrive à réfuter le soi de la personne et le soi des phénomènes. Donc voilà, ça c'est le processus. Oui. Moi, j'ai un peu de mal avec l'histoire de la conception du soi des phénomènes, que c'est sur les agrégats. Je pensais que quand on parlait des agrégats, c'était forcément sur la conception du soi de la personne ou des personnes. Le je, il est désigné sur quoi? Sur une base de désignation. Oui. Et la base de désignation, c'est les agrégats. Oui, mais et les agrégats sont... Pourquoi on dit que ça commence par les phénomènes, alors? Ils sont extérieurs à la personne. Enfin, ils sont extérieurs. Ils sont là. D'accord. C'est pas la personne elle-même. Je pensais que c'était ce que j'avais compris dans les enseignements précédents, que c'était tout ce d'autres qui était autre que la personne ou des personnes. C'est ce sur quoi s'appuie des êtres sensibles. C'est ce sur quoi s'appuie la conception de l'existence véritable de la personne. Et sur les agrégats. Les agrégats sont les phénomènes. Oui, mais quand on dit la conception du soi des personnes et la conception du soi des phénomènes, et que les phénomènes, c'est des agrégats. Mm-hmm. D'accord, c'était clair pour tout le monde, ça. Il faut s'appuyer sur. Les agrégats, je pensais que l'essentiel, c'est pas la forme. Oui, c'est tout ça. Oui, exactement. Les formes, il y en a multiples, il y en a beaucoup. Hein.
Donc, on appréhende d'abord le non-soi des personnes et ensuite le non-soi des phénomènes. Donc, alors là, il y avait Geshe-la a fait un raisonnement assez simple, assez logique. Hein. Si la personne existe réellement comme on la voit, comment est-ce qu'on voit que la personne existe, c'est-à-dire de son propre côté? On devrait la trouver en la cherchant. Hein, ça, c'est la première chose à faire. C'est la première chose dont il faut être sûr. Si quelque chose a une existence véritable, ben, c'est que cette chose-là est trouvable. Quand on l'analyse, on peut trouver ça. Or, elle est introuvable. Si on la cherche, on n'arrive pas à la trouver. Et ça veut dire qu'elle n'existe pas. C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Hein? Elle est là quand même. Donc on ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas? On ne trouve pas la personne existant de son propre côté. Okay? On ne trouve pas une personne qui existerait de son propre côté. La personne existe. Hein? On trouve simplement la désignation. La personne existe, mais comme étant simplement désignée. Mais ça, on ne le voit pas, parce qu'on mélange tout. On mélange la désignation et la base de désignation. Quand on voit Geshe-la assis sur un trône, on dit « c'est Geshe-la », par exemple. Et donc, si Geshe-la existait de son propre côté, comme il apparaît, quiconque verrait son corps verrait automatiquement Geshe-la. Et quelqu'un qui ne sait pas que c'est Geshe-la, qui s'appelle Geshe-Loden, ne voit pas Geshe-Loden. Il voit il y a différents exemples, différentes possibilités, suivant votre culture, suivant votre... etc. Vous allez voir différentes choses. Hein. Vous n'allez pas voir Geshe-la. Donc c'est pour ça qu'on disait que le nom était antérieur à la possibilité de concevoir un phénomène. Hein. Et nous, ce qu'on fait... Nous qui sommes ici, nous avons associé ce corps à Geshe-la. Mais si, hein, nous avons automatique. Et donc, automatiquement, quand nous voyons ce corps, nous voyons Geshe-la. Donc, Geshe-la, c'est quoi? C'est une désignation sur un corps. Et on associe les deux. Donc, si Geshe-la existait tel qu'il apparaît, hein, un insecte, en voyant ce corps-là, verrait Geshe-la. Oui. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à intégrer dans l'enseignement. Par rapport à cet exemple de Geshe-la, un insecte voit parle bien dans le micro. Un insecte voit une forme. Les hindous voyaient un eunuque, des femmes, enfin des hommes habillés en femmes parce qu'ils ne savaient pas que c'était des moines. Ouais. Donc ça, c'est une conception acquise. Nous, on sait que c'est Geshe-la parce qu'on sait que les moines viennent du Tibet, on reconnaît. Donc c'est une conception acquise. Oui, culturellement. Ouais. Voilà. Or, il n'y a que les conceptions innées qui nous font tourner dans le samsara. J'arrive pas à lier les deux, là. Moi aussi, ça me gêne, ça. Moi aussi. Ouais. Il y a comme une sorte de clé que je ne comprends pas. Ce qui nous fait tourner dans le samsara, c'est les conceptions innées. C'est l'ignorance innée. Hein. Ouais. C'est la conception innée. Et la conception innée de l'existence. C'est-à-dire ce qui apparaît quand c'est le fait de ne pas remettre en question les phénomènes qui nous apparaissent. Dès que quelque chose nous apparaît, ça nous apparaît comme existant véritablement. Voilà, ça c'est la conception de l'existence en soi. Oui, de façon innée. Innée, qui nous fait tourner dans le samsara. Voilà, et ça tout le monde l'a. Oui, tout le monde l'a. Même les insectes. Même les insectes. Ouais. Et après, avec l'explication de ce matin, où on voit Geshe-la parce qu'on sait que c'est un Geshe, que c'est un érudit, qu'il est tibétain et tout ça. C'est un exemple qu'on met une existence véritable sur ce qu'on est en train de voir. Voilà. Et on le désigne en l'appelant Geshe-la. Ouais. Et pour nous, Geshe-la existe intrinsèquement. Voilà. Mais ça, c'est acquis. Non. Ben si, puisque l'insecte, il l'a pas. L'existence véritable de Geshe-la est innée. Ah, c'est là où ça me... C'est une saisie de l'existence véritable. En voyant on lui met aussitôt le nom, en pensant que c'est Geshe-la. Mais si tu cherches Geshe-la, tu ne trouves quoi? Tu trouves que la désignation. Et si tu vas plus loin, tu vas analyser tous les phénomènes qui composent Geshe-la, et tu vas voir qu'un à un, tous ces phénomènes sont aussi de simples désignations, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout du compte, tu n'as
Tu n'as rien, tu n'as qu'une production interdépendante. Il faut que je réécoute l'enseignement. Là, ouais. Mais dans ce contexte, acquis n'est pas opposé à inné. Je pense que tu fais un mix, tu mélanges acquis et inné, tu penses que c'est l'antidote. Eh bien oui, acquis c'est l'inverse de inné. Je dirais pas que c'est l'inverse. Mais- C'est différent. Parce qu'une connaissance acquise. On a simplement parlé de inné en montrant que c'était ça la racine du samsara et pas l'ignorance acquise. C'est-à-dire, Bon, donc ce qu'on voit en voyant Geshe-la, c'est un nom en fait désigné sur un support. Ouais. Mais Geshe-la, donc le nom, on peut dire, il est antérieur à la perception du phénomène. Et chaque fois, une fois que tu as mis le nom sur la désignation, chaque fois que tu le perçois, tu as l'impression de percevoir Geshe-la. Et ça, c'est une saisie innée, pas une saisie acquise. En fait, cette articulation. L'existence véritable est une saisie innée. Cette articulation fonctionne pour les. Attends, le micro. Je comprends juste pas pourquoi le nom est antérieur à la désignation. J'articule pas ça. Non. Le nom n'est pas antérieur. Le nom, c'est la désignation. Oui. Désignation et nom, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que c'est qui est antérieur alors que tu... La désignation à la perception du phénomène. C'est-à-dire quand tu... Voilà. Tu mets le nom, tu as le nom, et après, tu perçois le phénomène en fonction de ce nom. En mettant une existence, en mettant une existence véritable. Une étiquette. Une étiquette, si tu veux. C'est-à-dire que dès que tu vas voir Geshe-la, tu vas mettre le nom Geshe-la dessus. Parce qu'antérieurement, tu as déjà acquis cette idée qui s'appelle Geshe-la. C'est comme quand tu vois les lettres. La lettre A, la Mazopa utilise souvent cette référence. Avant de savoir que le A est un A, tu ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais à partir du moment où tu as mis la désignation A sur cette forme, ça t'apparaît toujours comme un A. Et ça t'apparaît comme un A existant véritablement. Ça t'apparaît comme un A existant. Alors que ce A existant véritablement n'existe pas. Alors là, c'est phénomène aussi. Oui, c'est des phénomènes, oui. D'accord ? Ça commence à venir ? Oui. Attends, le micro. Il y a quelque chose qui me turlupine, comme toi d'ailleurs, parce que cette étiquette, en l'occurrence pour Geshe Loden, c'est pour moi quelque chose d'acquis. Nous, on a cette connaissance acquise que... Oui, tu l'as acquis voilà. Parce qu'on te l'a dit. On t'a dit que ça s'appelait Geshe-la. Mais donc, c'est pas inné. Tu l'as pas inventé toi-même. Oui, c'est pas... Non, ce qui est inné, c'est la saisie de l'existence véritable. C'est ça qui est inné. C'est cette adhésion que le phénomène existe par lui-même de son propre côté. D'accord. Je crois que je commence à piger le... Quand tu vois que c'est une désignation, quand tu comprends que c'est une désignation, tu réalises la vacuité. Quand tu réalises que le phénomène n'est qu'une simple désignation, il y a des chemins. qu'il existe, mais pas tel que tu le conçois comme existant véritablement, mais qu'il existe comme une simple désignation, voilà, tu as réalisé. Ok, merci. Mais pour nous, les phénomènes n'existent pas comme étant de simples désignations. Ils existent comme existant véritablement. Si tu vois que c'est une simple désignation sur que le phénomène est simplement désigné en dépendance des agrégats, il faut bien qu'il y ait un support. Hein. Parce que si tu dis qu'un phénomène est simplement désigné, on pourrait désigner n'importe quoi. Je pourrais appeler ça un éléphant, par exemple. Hein. C'est faux. Il faut que la base soit valide. Il faut que la base soit correcte. Je ne peux pas appeler ça un éléphant. Ouais, ça non plus. Il faut vraiment que ça corresponde. Ok. D'accord. Mais pour nous, c'est pas comme ça que ça apparaît. Ça apparaît comme existant véritablement. Et c'est ça qui est inné.
On n'a pas acquis par des raisonnements philosophiques ou en réfléchissant. Ça vient tout de suite. Quand on voit ça, on dit ah, c'est un micro. Automatiquement. Hein? Donc le nom est antérieur. Okay, on a mis ce nom-là, et à partir du moment où on a mis ce nom-là, chaque fois qu'on va percevoir ce truc-là, on va dire c'est un micro. Et c'est bon. Et conventionnellement, ça existe comme micro. Tout à fait d'accord. Ça permet de le distinguer d'un ordinateur, et tout le monde est bien d'accord. Si tu appelles ça un éléphant, les gens vont te dire non, c'est pas un éléphant. Conventionnellement, on est bien d'accord avec ça. Et du coup, la base de désignation, ça veut dire il y a des gens qui se sont mis d'accord avant pour appeler ça comme ça. Non, ça c'est le nom, ça. C'est le nom, mais en fait, la désignation. Nous, on n'a pas choisi le nom, par exemple. Non, mais tu l'utilises, ça revient au même. Oui, mais ça, moi, c'est la base de désignation. Que tu l'aies choisi ou pas, peu importe. C'est le fait de l'utiliser, de le concevoir comme ça, à l'aide de ce nom-là, de le concevoir comme existant véritablement, au lieu de le voir comme simplement désigné. C'est là où est le problème. Hein. On voit le phénomène comme existant véritablement, au lieu de le voir comme simplement désigné, sur la base de désignation. Il faut bien une base de désignation, il faut bien un support pour désigner quelque chose. Il faut bien une base. Hein. Donc pour l'individu, c'est les agrégats, mais pour les autres phénomènes, c'est tous les composants. Hein. C'est tous les composants, toutes les parties, tout ce qui compose ce phénomène. Et si on analyse ces composants, un à un, on peut tous les prendre les uns après les autres, on ne va pas trouver un seul composant qui existe véritablement. On va trouver que des désignations. La base de désignation existe. Oui. Ah oui. 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 Mais elle existe, mais après, quand tu l'analyses, la base de désignation, par quoi est-ce qu'elle est composée? Par de multiples phénomènes. Hein. Et si tu analyses ces phénomènes un à un, tu vas éliminer leur existence véritable. Donc c'est pour ça que je suis étonné qu'on dise que la base de désignation existe, puisqu'on peut la... Elle existe à partir du moment où tu peux mettre un jeu dessus. Mais après, quand tu l'analyses, cette base de désignation, la base de désignation de la base de désignation, c'est quoi? C'est les différents composants. Et si tu analyses ces composants un à un, tu vas voir que un à un, il n'existe pas, mais il faut y aller progressivement. Ouais, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, si l'individu n'est pas la terre ni l'eau, hein, il analyse donc justement les composants un à un. C'est pas chacun des composants et c'est pas leur ensemble non plus. Et nous, parce qu'on voit l'ensemble, on a l'impression de voir l'ensemble. Et que le fait de voir quelque chose comme un tout, comme étant concret, comme étant substantiel, comme étant... Voilà, c'est comme ça que ça existe. Ça existe pour nous, ça. Ça existe véritablement. Ça existe en soi. Et ça, c'est la saisie innée. Hein, de façon indépendante, si tu veux. Indépendante. C'est-à-dire que, voilà, c'est un tout. Mais on ne voit pas le tout. On ne peut pas voir tous les phénomènes. Donc on pense qu'on voit le tout, mais on voit en fait on voit qu'un ensemble de choses, qui n'est pas vraiment un tout non plus. Et c'est à ça qu'on appose un nom, une désignation, et ça suffit au niveau conventionnel pour que cette chose fonctionne. Mais il ne suffit pas de la désigner pour qu'elle fonctionne. D'accord ? On est bien d'accord. Hein. Il ne suffit pas de la désigner pour qu'elle fonctionne comme telle. Il faut qu'il y ait une base de désignation valide pour pouvoir la désigner. On ne peut pas mettre n'importe quel nom sur n'importe quelle chose. Et là, c'est conventionnel, bien sûr. C'est admis, c'est acquis par la convention. Oui, alors la corde et le serpent, ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas du tout de... Voilà, il n'y a pas du tout de serpent quand vous voyez une corde. Hein. Ça n'existe pas du tout. Voilà. C'est une superposition faite par l'ignorance. À cause de quoi? À cause de conditions. Peut-être une corde, elle est colorée, elle est enroulée d'une certaine manière, elle est bigarrée, les conditions de la lumière ne sont pas très bonnes. Il y a des conditions qui font que ça apparaît comme ça. Et après, la conscience
Voilà. Mais, donc, ce que l'ignorance innée, c'est le fait que, par exemple, un phénomène nous apparaît comme ça, et il nous apparaît, et il nous semble exister de la façon dont il apparaît. On ne pense pas que c'est nous, que c'est notre conscience, que c'est notre esprit qui le fait exister comme ça. Nous, on pense que c'est du côté du phénomène qu'il existe. Hein, parce qu'on le voit, on le perçoit comme extérieur à nous, et cette existence extérieure et autonome s'impose à nous. Et on pense qu'on n'y est pour rien. On n'y est pour rien du tout là-dedans. Que c'est le phénomène. Et d'où la colère, la jalousie, l'aversion, tout l'attachement et tout ça, parce qu'on conçoit que le phénomène existe à l'extérieur de nous. Et que voilà, qu'il est comme ça, qu'il existe véritablement comme ça, sans voir tout ce que l'ignorance projette, tout ce que notre conscience ignorante projette sur cet objet, dont l'existence véritable. On projette automatiquement une existence véritable. Et c'est ça qu'il faut démolir, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut éliminer, cette saisie de l'existence véritable, qui est la cause de tout le samsara. Hein. Une fois qu'on l'a vu, donc ce non-soi, le samsara, ben, il est éliminé. Donc pour les Madhyamika, Prasangika, il est plus facile de comprendre le non-soi en relation d'une personne, hein, parce qu'il n'y a pas de... Bon, voilà, donc il n'y a pas de différence de subtilité entre les deux non-soi. Après, donc Valérie nous a demandé de corriger aberration visuelle dans les 9 analogies qui sont données pour essayer d'appréhender, hein, des analogies qui permettent d'appréhender donc la vacuité, hein, des analogies qui permettent d'accéder à la vacuité. C'est bien de les utiliser, ces analogies, et l'une de ces analogies, c'est le reflet, par exemple. Le reflet dans un miroir. On comprend très bien que le reflet n'est pas ce qu'il reflète. Okay, hein, ça ne veut pas dire qu'on réalise l'absence d'existence véritable du reflet, mais déjà on comprend dans un premier temps que ce qu'on perçoit dans le miroir n'est pas l'objet perçu. Oui, ben voilà, les mirages, l'hallucination, l'aberration visuelle, c'est-à-dire quand du côté de l'objet, donc on voit, quand on perçoit un objet qui n'existe pas, comme un serpent, ou vous voyez un buisson ou un arbre, vous pensez que c'est une personne, par exemple. Donc toutes ces analogies, les 9 analogies qu'on récite dans la louange au Bouddha Shakyamuni, sont des moyens qui illustrent un peu comment on peut accéder à la vacuité, qu'on perçoit quelque chose. Et automatiquement, quand on se regarde dans un miroir, on a l'impression que c'est nous, quand même. Automatiquement. On n'analyse pas que c'est un reflet, que le reflet n'est pas nous. Mais... Donc ça, c'est le plus facile à appréhender, car on voit facilement que le reflet est trompeur, parce qu'il nous fait croire que ce qu'on perçoit, que cette image, en fait, dans le miroir, qui apparaît dans le miroir, c'est nous-mêmes. Donc le reflet d'un visage dans le miroir n'est pas le visage lui-même. Et c'est trompeur, parce qu'on pense que c'est le visage qui est dans le miroir. Alors que c'est le reflet c'est le reflet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui. Attends, le micro. Ça fait rien. On est là pour ça. Pourquoi on perçoit ça, tous les êtres ordinaires, pourquoi on perçoit ça de manière innée? Pourquoi? Ça vient d'où? C'est l'ignorance. Oui, mais pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on l'a cultivé au départ, depuis... Oui, mais... Parce qu'on n'a jamais réalisé la vacuité. Oui, mais il manque un truc. Parce qu'on n'a jamais réalisé la vacuité. De manière innée, on dit. Ouais. Ok, ouais. Bon. Depuis des vies, des temps sans commencement. On entretient cette vue erronée. Y a pas tant qu'on n'est pas libéré du samsara. On ne peut pas compléter un peu? Il n'y a pas autre chose? Ben non, je ne sais pas, je ne vois pas. Et c'est pour nous inciter justement à nous libérer du samsara. Il suffit de rien, finalement, pour se libérer du samsara. C'est assez, optimiste.
Mais c'est une vision contraire. Mais pourquoi on a cette conception? C'est changer la vision. Pourquoi on aurait cette C'est conception? mettre une perception juste à la place d'une perception fausse. Il suffit de ça. Il n'y a pas besoin de cultiver, faire des choses extraordinaires à l'extérieur, de grimper le mont Everest ou je ne sais pas quoi. C'est simplement une conception juste qu'il faut mettre à la place d'une conception erronée. Ouais. Hein? Et ça, on ne l'a jamais fait. C'est pas, ou on l'a peut-être essayé, mais on n'a pas arrivé, parce qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts. Okay. Donc, Matsongkhapa, lui, faites des efforts et vous réaliserez le non-soi. Hein? C'est-à-dire qu'à la place du soi, il faut voir le non-soi, l'opposé. C'est la même chose, hein? Mais c'est une conception, c'est la conception qui est opposée. Mais l'objet d'observation est le même. Hein? Donc, il suffit d'intervertir cette conception erronée par une conception juste, qui perçoit le véritable, le mode réel, le mode d'existence réel du phénomène, et non pas un mode erroné de ce phénomène. D'accord, voilà. Je pense que j'ai compris. Oui. Mais juste la question supplémentaire, mais c'est pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Quelle raison? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on saisit de manière innée soi-même, hein? ou les phénomènes? Peut-être parce qu'on est né. Il n'y a pas d'explication. Tu demanderas à Geshe-la. Ce qu'il te dit, tu verras. Moi, je ne peux pas te donner d'autres réponses. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être parce qu'on est né. Qu'on est né ignorant. Oui, puisqu'on est né, c'est qu'on ne... Pas qu'on est simplement né. Il y a des gens qui sont nés qui ne sont pas forcément ignorants. Hein? Sinon, ils ne seraient pas nés. Ils ne seraient pas dans le cycle de la... Mais tu ne sais pas où ils sont. Tu ne sais pas comment est leur esprit. Si un bodhisattva se réincarne, par exemple, il va naître, il va donner l'apparence d'être né, en tout cas, ou d'apparence d'être dans le samsara alors qu'il n'y est pas. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'expliquer en tant que le karma collectif? C'est en tant qu'être humain, on a tous ces karmas. Oui. Et après, il y a certaines qui ne voient pas, par exemple, ils ont un karma personnel, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, donc individuel, peut-être karma individuel, qui ne voit même pas le miroir, donc il ne peut pas identifier ce qu'on a, nous. Mais par contre, il a d'autres aspects qui l'empêchent d'identifier correctement, de voir la vérité. Est-ce qu'on peut expliquer comme ça? Je ne vois pas bien ce que... C'est son karma individuel qui lui empêche? Oui, bien sûr. Par exemple, moi j'ai appris que en tant qu'être humain, on voit de l'eau, mais pour les autres ou les autres, ils voient pas l'eau. Vraiment d'autres choses. Ouais. Donc, en tant qu'être humain, on a toute cette ignorance. Ouais. Est-ce que ça peut expliquer? Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Très bien. Mais qu'on soit humain ou qu'on soit prêta ou qu'on soit Dieu, ce qu'on appréhende, que ce soit de l'eau, du pu ou du nectar, on l'appréhende comme existant véritablement tant qu'on est dans le samsara. On l'appréhende comme existant véritablement. C'est-à-dire, c'est véritablement du nectar. On met le nom nectar dessus si on est un Dieu. Si vous êtes humain, vous mettez le nom eau. Et si vous êtes un prêta, pour vous, ça apparaît comme du pu. Et ça apparaît comme ça, comme existant véritablement en tant qu'eau, en tant que pu ou en tant que nectar. C'est du karma, effectivement. Et du fait qu'on n'est pas libéré du samsara, qu'on n'est pas libéré du karma, en quelque sorte. Ça revient même. Voilà. On termine par la conclusion que la personne est simplement désignée sur les agrégats, ça c'est bien compris, qu'il faut d'abord donc réfuter l'existence en soi de la personne, c'est-à-dire la désignation, avant de réfuter l'existence en soi des agrégats, la base de désignation. On commence par voir, donc, à réfuter la désignation, et après, on va ensuite réfuter la base de désignation, petit à petit. Voilà. Pour la personne, oui. Pour la personne, c'est les agrégats. La personne est désignée en dépendance des agrégats. Il faut bien... Et là, on touche la production interdépendante, petit à petit. Geshe-la, Matsongkhapa, en tout cas, pour lui, c'est le meilleur des raisonnements.
Donc, en utilisant ce raisonnement de la production interdépendante, eh bien, on va réaliser l'absence d'existence indépendante. Et c'est ça qu'il faut faire chaque fois qu'on perçoit en fait un phénomène. On peut le faire avec n'importe quel phénomène que l'on perçoit. Et, puisqu'il nous apparaît comme existant intrinsèquement, eh bien, il faut se prouver qu'il n'existe pas intrinsèquement. Tout ce que vous percevez, en fait, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Et les trois formes d'interdépendance, il faut les utiliser pour se prouver justement que ce phénomène qu'on perçoit n'existe pas intrinsèquement. Ben on va dire il existe de causes et de conditions. Il existe à partir de ses parties. Donc il existe à partir de la conscience qu'il désigne. Donc moi, j'interviens là-dedans, en fait, dans ce processus. Hein. C'est pas que le phénomène, il existe véritablement. C'est moi qui crée cette existence véritable. Et petit à petit, plus on le fait le faire, ça, sur n'importe quel objet, qui soit extérieur à nous, qui soit intérieur à nous, plus on va saper, plus on va éliminer la conception du soi. Et là, on va éliminer les perturbations mentales qui s'appuient là-dessus, sur l'ignorance. Il est 18h05. On va faire les dédicaces. Oui, est-ce que le non-soi est égal à la vacuité? Ou alors, d'après ce que j'ai compris et ce que tu as dit, en fait, Pas tout à fait, mais presque. Ouais, pas tout à fait, parce que c'est une étape intermédiaire. Ouais, presque. Et lorsqu'on a réalisé le non-soi, on peut devenir bodhisattva, comme tu l'as dit, mais on ne devient pas encore Bouddha parce qu'on n'a pas réalisé la vacuité. Complètement, oui. Ok, merci. Bien, on fait les dédicaces. J'ai pas le livret, là. Est-ce que quelqu'un peut me passer un petit livret Tu l'as pas non plus? Bon. Non, le petit. C'est trop compliqué. Donc, on va faire... mais ce soir, on fait Vajrasattva. Oui, d'accord. Donc, on ne fait pas toutes les prières. On fait juste Gewadi. Ouais, on fait juste Gewadi. Donc, ce soir, à 20h, on fera donc la pratique de Vajrasattva pour continuer à éliminer nos perturbations mentales et se défaire des voiles et qui nous empêchent de réaliser la vacuité. Et donc, si vous voulez vous connecter, c'est sur les pratiques quotidiennes. C'est pas sur le PEBA, c'est sur les pratiques quotidiennes de l'Institut. C'est ça le lien. Donc, page 16 dans le petit livret. Gewadi nyoda lama sangye drungane drowa chikyang malupam te Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Bien, merci et à tout à l'heure. Je peux poser une question pratique? Oui. Est-ce que c'est enregistré? Est-ce que l'enseignement de Geshe-la hier matin a été enregistré? Oui, bien sûr. Oui. Tous les enseignements sont... Et on peut y accéder? Oui, je ne sais pas s'il est déjà en ligne, mais normalement, oui. Il n'y a pas de 100 cas. Là, non. Il y est déjà? Oui, d'accord. On me confirme qu'il y est déjà. D'accord, merci.